Je me souviens qu'à une époque, il y en avait tout un discours, prendre la distance, prendre la distance. Mais qu'est-ce que c'est? L'art, c'est un pestiféré qu'il faut prendre la distance. Mais non, on dirait qu'une espèce de pandémie, comme si l'acte artistique allait te produire une contagion, ou comme si une maladie vénérienne, si tu couchais avec la peinture, ou qui allait te transmettre je ne sais pas quoi, qu'il fallait prendre une distance, tu vois. Mais ce genre de discours, c'est sincèrement tellement peu jouissif, tu vois, mais tellement peu jouissif. Non, je n'ai jamais adhéré à ce genre d'histoire et je n'ai jamais nié mon corps et je suis allé comme ça. Donc oui, la main gauche, demain si c'est nécessaire le pied, j'irai essayer de peindre avec le pied, il n'y a aucun problème. Si tu regardes bien et si tu tiens compte de tout ce que je te dis, je provoque la destruction du tableau. Je rentre dans un processus. Et ce processus, il est extrêmement complexe. Mais je ne suis pas animé d'un projet quelconque. Mais comme l'art, ce n'est pas une vérité, c'est extrêmement difficile de traduire ces sensations avec les mots. Moi, je te dirais que le tableau, c'est un lieu où les paroles meurent. Le lieu où le mot meurt. Et maintenant, comme nous avons une histoire de la peinture et qui ne peut pas se passer ni du parler ni du écrit, l'écriture, l'explication, la théorisation accompagne toujours. Et parfois, non seulement l'accompagne, mais la dirige. C'est pas que je ne peux pas parler de mon travail, parce que ça fait 3 jours qu'on est en train de parler de ça. Mais il y a un moment où, quand tu joues à la roulette, tu dis, non va más, on joue plus. Dans les années 80, je jouais à plusieurs jeux électroniques qu'il y avait dans les cafés. Et un jeu qui m'avait occupé pendant très longtemps s'appelait Astéroïde. Il y en avait un vaisseau spatial qui était au milieu d'une pluie d'astéroïdes. Et quand la situation devenait très difficile, ben, il y en avait un bouton qui s'appelait le cyberespace. Et tu appuyais sur ce bouton, et d'un coup, ça te changeait toute la configuration. Ça pouvait être mieux, mais ça pouvait être pire. Et quand j'ai découvert ce jeu, je me suis dit tout de suite, j'aimerais bien dans la peinture avoir un cyberespace. Si tu es dans le monde des idées, la peinture, elle a été toujours quelque chose de mal vu. Ça a toujours posé des problèmes. Je dirais que l'image, déjà, c'est un problème. Et qu'est-ce que c'était le problème? Le problème, c'était qu'on peut représenter l'invisible. Ce n'est pas quelque chose qui a été discuté dans le calme et la raison. Non. Entre les chrétiens, il y a eu des guerres internes qui ont provoqué des milliers de morts. Mais aussi dans la philosophie grecque, Platon place l'image du côté du mensonge. Il ne dit pas de mensonge, mais il ne dit pas du côté de la vérité.
Bacon, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Pour lui, c'est très important, comme il était aussi pour Picasso, c'est de relier la peinture à la tragédie et au drame. Pourquoi, moi je demande, pourquoi obligatoirement on doit mettre l'homme comme protagoniste d'une peinture? Mais moi, j'essaye de sortir l'acte pictural de cette expérience. Je crois qu'il existe des autres possibilités qui est la mienne, c'est-à-dire de faire ma propre peinture en dehors de ces critères. Leonardo da Vinci, il dit la peinture, c'est une chose mentale. Mais très souvent, on a coupé cette phrase pour garder cette partie-là. La phrase complète de Leonardo, c'est pas ça. Lui, il dit la peinture, c'est une cosa mentale, c'est-à-dire c'est une chose mentale dans le sens de l'esprit, mais qui doit s'accompagner d'une réalisation. Un tableau peut être submergé pour une millefeuille des autres tableaux qu'on n'a pas su voir. Et c'est là où je parle de l'aveuglement. Gauguin il disait que j'aimerais que ma peinture ait cette sonorité. C'est beaucoup plus intéressant travailler dans ce degré d'équivalence que travailler sur une ressemblance. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir en peinture le son d'un sabot qui frappe le pavé qu'essayer de dessiner la vache avec les couleurs qu'il faut. La termite agit sur des territoires extrêmement petits. Il arrive à un moment donné où contamine tout l'immeuble. La termite provoque une catastrophe. Et ça m'a intéressé d'attaquer les tableaux de cette façon. La tentation, c'est de considérer le tableau comme une espèce d'architecture. Et c'est là où rentre l'histoire de la composition et décomposition. Eh bien, je découvrais que c'était très intéressant de miner cette structure de l'intérieur et de chercher justement le contraire, c'est-à-dire devant le moindre indice que les tableaux commencent à réussir, entre guillemets, réussir, c'est-à-dire à se composer, eh bien, je les décompose. Et disons que c'est là où je trouve dans l'exercice de la peinture quelque chose d'asocial, de criminel, et qui me plaît beaucoup. Très souvent, on est en train de faire un travail de moralité dans la peinture, tu vois, c'est-à-dire qu'on transpose des éléments d'ordre moral, presque sans s'y apercevoir, parce qu'on a envie de faire les choses bien.
Il ne faut jamais préserver les tableaux de la catastrophe, au contraire, il faut même la provoquer, parce que la préservation del tableau, c'est avoir peur. Pour revenir au paradoxe, c'est que finalement la récompense et la punition sont sur la même surface. Benvenuto Cellini, il dit « Le pire ennemi d'une œuvre d'art, c'est la monotonie ». L'œuvre sont des foyers d'énergie aussi. Il y a une histoire de tramage, il y a une histoire de la sensation chromatique. Mais je n'ai jamais conçu la matière comme quelque chose qui se jouait dans l'épaisseur. Et si tu regardes bien, il y a un très grand travail de soustraction aussi. C'est vrai que j'ai une peinture qui est déjà très dessinée. La ligne joue un rôle très important, mais la couleur aussi elle est véhiculée par la ligne. Après, il y a tout un phénomène de taches, de séries d'accidents, de flous, de tachements de couleurs, de lavage, etc. Ce qui est extraordinaire dans la gravure, c'est qu'elle te permet d'avoir une picturalité, une monumentalité. En fait, les procédés picturaux sont très longs. Même en dessin, ça prend un certain temps. Le sujet de la temporalité a son importance. Et je vois ça comme une espèce d'alimentation, si on pourrait dire. Donc, il y a des aliments qui sont à digestion rapide, à digestion lente. Et le corps, il a besoin de ça. Il y a quelque chose presque d'immédiat qui se produit dans la confrontation. Si tu veux, c'est un autre champ d'action qui, à la rigueur, a plus à voir avec une espèce de jeu des éléments qui sont déjà en circulation. C'est aussi une action qu'on pourrait qualifier de l'inframance. Les premiers diptyques qui se sont amorcés en 87 se sont amorcés à la fin de l'année. Dans cette opération del diptyque, il faut comprendre qu'on n'opère pas comme dans un tableau. Cette stratégie picturale qui est de traiter la peinture séparément de la problématique du tableau. Ce jour-là, je regardais, je sors de l'atelier, je m'en vais et vraiment, il n'y avait rien qui marchait. Mais curieusement, le matin, j'arrive et je dis, qu'est-ce que c'est ça? Comme si quelque chose serait passé et que je ne m'avais pas aperçu le jour avant. Et là, à ce moment-là, j'approche une d'une autre parce que j'ai eu ce geste. Et c'est là où j'ai senti qu'effectivement, avait une activation, ça s'est activé. Maintenant, en pensant à cette époque-là, je crois que j'avais besoin
que l'acte fondateur existe. L'action insiste sur un langage prépictural. S'il y a quelque chose que je me suis toujours intéressé, c'est le problème de l'incarnation. La chair en peinture, ce n'est pas nécessairement la chair de l'homme. C'est une mise en espace de la saleté, c'est une mise en espace de la transpiration, c'est une mise en espace de ces matières qui nous constituent, qui font partie de notre être. Masaccio, c'est un moment de la peinture d'une profonde religiosité. Après, il y a une dévalorisation du sacré dans la Renaissance. Il y a un excès de protagonisme de l'homme qui annonce cette espèce de mainmise et de contrôle de la nature et de contrôle de l'invisible. Au moins, je ressens le besoin de que dans mon travail, il y ait cette espèce de tissage entre la maille et la trame des éléments archaïques et des éléments contemporains. Il ne faut pas oublier le cri primal, les premiers gestes. C'est une sensation ancestrale qu'il faut retrouver en soi-même et en même temps pratiquer une lucidité qui est nécessaire dans un exercice de contemporanéité. Pour élargir un peu le sujet, j'ai horreur des œuvres nostalgiques. Mais aller dans la moelle pour aller chercher, disons, cette partie extrêmement préhumaine, je dirais presque, même pas d'être humain, c'est pour ça que cette partie de hominide me fascine, m'intéresse, et je sens quelque chose d'irrésistible. Ce qui m'intéresse, c'est la puissance de suggestion et d'évocation de la tentative. Je crois que s'il y a un intérêt d'une œuvre, c'est dans son incomplétude, c'est-à-dire ce qui laisse une porte ouverte à la possibilité aussi de quelqu'un rentre dedans, parce qu'elle a besoin de ça. Il y a une très grande différence quand tu veux éveiller dans l'autre un sentiment de partage que quand tu veux provoquer l'admiration. Et il y a beaucoup d'œuvres qui provoquent justement ce sentiment, mais que je ne trouve pas très intéressantes après. C'est-à-dire, une fois arrivé, il y a un terminus. Et je crois que la tentative n'a pas de terminus. Il n'y a pas le terme série, je préférerais parler de fournée. Dans la fournée, il y a des irrégularités, il y a des changements à cause de la température qui se produit, des réactions comme ça. Et la fournée suppose quelque chose que la série ne suppose pas, au moins le terme ne me plaît pas, que c'est la surprise. Quand tu ouvres le four, il y a des choses qui se sont passées là-dedans. Parfois, je collais les tissus blancs, c'était des draps rapiécés. Mais parfois, je faisais quelques actions avant de les coller. Et donc, dans celui de droite, par exemple, tout ce qui se passait, c'est des nettoyages de pinceaux. Plier les tissus, nettoyer les pinceaux. Il y a deux marques comme ça. J'étais toujours intéressé pour ce côté un peu non pédigré, des choses que normalement
ne rentre pas dans la picturalité, c'est presque des moments banals, si on pourrait dire, non? Ce qui change, c'est qu'il y a beaucoup plus de fluidité. On est dans un processus vers une décrispation. Il y a eu pendant des siècles des énormes discussions, malentendus, prises de position au sujet de la ligne et au sujet de la couleur, au sujet de la masse. Il suffit de voir les discussions autour de la croix, des Ingres, et del rôle de la ligne, del rôle du contour, de comment on devait, ou qu'est-ce que c'était plus noble, ou qu'est-ce qu'il convenait, ou qu'est-ce qui était plus artistique. Et en fait, on traitait ça comme des entités très antagonistes qui se disputaient une espèce de hiérarchie. Le dessin, il était occupé de la ligne, la peinture s'était occupée des masses, des couleurs, etc. Bacon parle beaucoup d'imagination technique. Tous les grands créateurs inventent une technique qui est liée à l'imagination pour résoudre sa propre histoire. Et Van Gogh, il fabrique ça, il invente cette petite ligne. Ce n'est pas une masse, c'est une ligne qui est chargée de couleurs. Le dessin, il est coloré, la peinture, elle est très dessinée, la couleur monte sur la ligne. Parfois, je étale une plage de couleurs et ensuite, avec l'air comprimé, je ouvre cette masse de couleurs et je produis une ligne. Ce n'est pas une ligne qui est matérialisée. C'est une ligne qui s'est ouverte en chemin dans la couleur sans application d'une autre matière. Une ligne au pinceau, ce n'est pas du tout la même chose qu'une ligne au crayon. Tu regardes le crayon et tu dis, OK, c'est un outil, c'est une pointe. Même si tu peux forcer, il faut le forcer dans sa propre ligne de force, dans sa propre direction, dans sa propre substance, dans sa nature. La surface unitaire ne vient pas ni de la peinture, ni de la fatigue des diptyques. Vient du dessin, de la reprise du dessin et des changements de la main. Je me suis aperçu que je pouvais travailler dans cet espace unitaire de la même façon que je travaillais avec les diptyques. C'est-à-dire qu'il y en avait quelque chose en moi à travers cet exercice, si tu veux, pendant autant d'années, parce qu'on parle du 87 à 2004. Ici, il y a eu, ça fait quelques années, une très grande inondation. Tout était submergé. Le premier jour qu'on a pu avoir accès à cette chemin, il y avait un spectacle qui était très intéressant. Tout le bois mort, il flottait. Et quand l'eau il s'est retirée, et le bois il a descendu. J'ai une impression très forte, je l'ai dit à Nicole, tu vois comment le bois il s'est déposé
il s'est déposé naturellement. Et j'ai dit, moi je voudrais que ma peinture soit comme ça. C'est ça, naturellement. C'est un mouvement, c'est une énergie, c'est une force qui à un moment donné agit et après se retire, laissant un résultat. Avoir des idées, c'est facile. Tu sais pourquoi? Parce que les idées t'envahissent. Deleuze, il parle de ça, non? Et il dit l'image cliché pour l'écrivain de la page blanche et pour le peintre la toile blanche. Mais c'est l'erreur monumentale de croire qu'il y a une page blanche ou une toile blanche. Il dit, justement, le problème, c'est le contraire. Quand tu arrives à la toile, elle est déjà chargée de tellement de choses que c'est un travail pour enlever.